Mon père a fracassé le MacBook à $3000 de ma fille le jour de son anniversaire, juste devant tout le monde. C'est à cet instant précis que j'ai réalisé qu'il ne m'avait jamais respecté en tant que mère. Restez avec moi, je vais vous raconter la suite. Si cette histoire vous touche d'une manière ou d'une autre, soutenez notre chaîne en vous abonnant, en laissant un like et en partageant ceci avec quelqu'un qui a peut-être besoin de l'entendre. Je m'appelle Zénib Carter. Je suis mère célibataire, je vis à Atlanta, et tout ce que je fais, je le fais pour ma fille, Imani. Elle a 12 ans, c'est une enfant calme, réfléchie, le genre d'élève qui prend de l'avance sur ses lectures et ne demande jamais grand-chose. L'école a toujours été son refuge, et elle travaille plus dur que n'importe quel enfant de ma connaissance. Quand son bulletin est arrivé avec des notes parfaites et une appréciation de son professeur la qualifiant d'exceptionnelle, j'ai décidé qu'elle méritait quelque chose de spécial. J'ai fait des heures supplémentaires pendant des mois. Des nuits tardives, des doubles gardes, des week-ends sacrifiés. Chaque dollar supplémentaire allait dans une enveloppe séparée. Ce MacBook n'était pas un jouet. C'était une récompense pour sa discipline, sa concentration, ses rêves. Je l'ai emballé soigneusement et j'ai prévu une petite réunion d'anniversaire chez mon père, parce que c'est ce que font les familles. Du moins, c'est ce que je me disais. Mais Batinda Carter, tout le monde l'appelle Baba, a toujours été bruyant, fier et dans le contrôle. Il croit que les enfants doivent apprendre l'humilité, surtout les filles, et surtout les filles élevées par des mères célibataires. Dès l'instant où Imani a ouvert le cadeau, j'ai vu son visage changer. Son sourire a disparu. Sa mâchoire s'est crispée. Il a dit que je la pourrissais gâtée. Cette gamine se comporte comme une adulte irrespectueuse, a-t-il lâché. J'ai essayé d'expliquer que c'était pour l'école, qu'elle l'avait mérité. Il n'a rien voulu entendre. Il s'est levé, a attrapé l'ordinateur portable sur la table et, avant que je puisse bouger, il l'a fracassé sur le sol. Le bruit a été net, définitif. Le plastique a craqué. Le verre a volé en éclats. La pièce est devenue totalement silencieuse. Personne n'a crié. Personne n'a bougé. Le gâteau était là, intact, les bougies encore debout. Imani n'a pas pleuré. Elle s'est juste figée, fixant les morceaux brisés au sol comme si son cerveau refusait de comprendre ce que ses yeux voyaient. J'ai senti tous les regards se tourner vers moi, attendant, jugeant, espérant que je dise ou fasse quelque chose, mais ma gorge s'est nouée. Ma poitrine me brûlait. Je me suis sentie petite, comme une enfant à nouveau, grondée devant les autres. Baba a dit qu'il donnait une leçon. Il a dit que je devrais le remercier. Ma tante a remué sur sa chaise. Un oncle a baissé les yeux sur son téléphone. Personne n'a défendu ma fille. Je me suis approché d'Imani et j'ai passé mon bras autour d'elle. Son corps était raide. Elle ne s'est pas appuyée contre moi. Ça m'a fait plus mal que tout le reste. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose très clairement pour la première fois. Ce n'était pas une histoire d'ordinateur. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de pouvoir. C'était l'acte d'un homme qui avait besoin de rappeler à tout le monde, et surtout à moi, qu'il croyait toujours avoir le contrôle sur ma vie et sur mon enfant. Debout là, entouré par ma famille, j'ai réalisé que mon père ne me voyait pas comme une mère digne de respect. Et une fois cette vérité installée, j'ai su que rien ne serait plus jamais comme avant entre nous. Quand je repense à mon enfance, je réalise que mon père n'a jamais cru que l'amour et le respect étaient la même chose. Pour Baba, le respect, c'était le silence. C'était l'obéissance sans question. Cela signifiait qu'en tant que fille, je devais me plier d'abord à sa voix, puis à ses règles, et plus tard à ses opinions sur chacun de mes choix. En grandissant, il n'était pas cruel de manière bruyante. Il était distant. Froid. Les compliments étaient rares. L'affection se méritait, et même là, elle ne durait jamais. Si je réussissais à l'école, il disait que je pouvais faire mieux. Si je galérais, il disait que c'était parce que je n'étais pas assez intelligente. Quand je posais des questions, il disait que je parlais trop. Quand je restais silencieuse, il disait que je manquais de confiance. J'ai appris très tôt que rien de ce que je faisais n'était jamais tout à fait juste. Quand je suis devenue mère, j'ai espéré que les choses changeraient. Je pensais qu'il me verrait peut-être différemment une fois que j'aurais mon propre enfant. Au lieu de ça, il a traité mon éducation comme une erreur qu'il devait corriger. Chaque décision que je prenais pour Imani devenait quelque chose qu'il se sentait en droit de juger. Comment je la nourrissais?
Comment je l'habillais? Comment je la punissais? Il me parlait comme si j'étais encore une adolescente paumée vivant sous son toit, et non une femme adulte élevant un enfant seul. Après mon divorce, les choses ont empiré. Baba a offert son aide, mais elle venait toujours avec des conditions. Il remettait en question ma capacité à gérer l'argent, même si je payais mes factures à temps. Il laissait entendre que j'échouerais sans lui. Quand je travaillais tard, il disait que je négligeais ma fille. Quand je restais à la maison, il disait que j'étais paresseuse. Il ne disait jamais ces choses gentiment. Il les disait comme des faits, comme s'il énonçait simplement la vérité sur qui j'étais. Ce qui faisait le plus mal, c'était la fréquence à laquelle il faisait ça devant les autres. Les réunions de famille devenaient des scènes où il pouvait rappeler à tous que j'étais toujours en dessous de lui. Il riait de mes idées. Il me corrigeait au milieu de mes phrases. Il balayait mes opinions d'un revers de main. Les gens regardaient. Certains souriaient maladroitement. D'autres ne disaient rien. Avec le temps, j'ai arrêté de me défendre parce que ça ne changeait jamais le résultat. J'ai commencé à remarquer un schéma. Baba ne voulait pas de partenariat. Il voulait le contrôle. Il ne voulait pas de respect entre adultes. Il voulait la soumission d'une fille qui n'avait jamais grandi à ses yeux. Et quand j'essayais de construire un foyer où Imani se sentait en sécurité, encouragée et fière d'elle-même, cela le menaçait. L'ordinateur n'était pas le vrai problème. Ma confiance en moi l'était. Mon indépendance l'était. Le fait que je récompense ma fille sans demander sa permission était quelque chose qu'il ne pouvait pas supporter. Fracasser ce cadeau était sa façon de me rappeler, à moi et à tous les autres, qu'il croyait toujours régner sur mon foyer. Pendant des années, je me suis dit que c'était juste sa façon d'être. Que l'endurer faisait partie du devoir d'une bonne fille. Mais là, debout, à regarder mon enfant se ratatiner sous sa colère, j'ai enfin compris la vérité. Ce n'était pas de la discipline. Ce n'était pas de l'inquiétude. C'était un homme qui avait peur de perdre le contrôle, prêt à tout pour prouver qu'il l'avait encore. Le reste de la soirée a semblé irréel, comme si le temps avait ralenti après le bruit de l'ordinateur brisé. Personne ne s'est précipité vers Imani. Personne n'a dit à mon père d'arrêter. Au lieu de cela, la pièce s'est remplie de mouvements gênés. Des chaises qui raclent, des assiettes qu'on ajuste. Des gens soudainement occupés par des riens. Une de mes tantes a laissé échapper un rire nerveux en disant que Baba était « vieille école ». Une autre a dit que les enfants d'aujourd'hui étaient trop attachés aux choses coûteuses. Quelqu'un d'autre a chuchoté que je n'aurais peut-être pas dû apporter un tel cadeau chez lui. Chaque commentaire atterrissait comme une petite coupure. Pas une seule personne n'a demandé à Imani si elle allait bien. Les oncles n'ont rien dit du tout. Ils fixaient le sol ou leur téléphone, prétendant que le moment était déjà passé. Leur silence était plus bruyant que des cris. Ils me disaient que ce comportement ne les choquait pas. C'était normal. Baba est resté debout, le torse bombé, comme s'il attendait des applaudissements. Quand je lui ai demandé calmement de s'excuser, il m'a regardé comme si je l'avais insulté. Il a dit qu'il n'avait aucune raison d'être désolé. Il a dit qu'il enseignait une leçon. Il a dit qu'une enfant devait apprendre la gratitude et l'humilité. Quand j'ai dit qu'il lui avait fait peur, il a agité la main et m'a dit que je faisais ma dramatique. Imani n'a pas dit un mot. Elle s'est assise sur le canapé, les mains sur les genoux, fixant le sol. Ses épaules étaient raides. J'ai essayé de croiser son regard, mais elle ne voulait pas lever les yeux. Ce silence de ma fille m'a fait plus peur que la colère de mon père ne l'avait jamais fait. Finalement, la fête s'est terminée comme ces choses se terminent toujours, lentement, maladroitement, sans résolution. Les gens m'ont serré dans leurs bras en partant et m'ont dit d'être patiente. Une tante a pressé mon bras en disant que Baba pensait bien faire. Une autre m'a dit que je devrais être reconnaissante qu'il se soucie encore assez de nous pour discipliner mon enfant. J'ai conduit jusqu'à la maison en silence. Imani était assise sur le siège passager, la ceinture serrée contre sa poitrine, regardant par la fenêtre. Je lui ai demandé si ça allait. Elle a hoché la tête une fois, mais n'a pas parlé. Je lui ai redemandé une fois à l'intérieur de l'appartement. Elle est allée directement dans sa chambre et a fermé la porte doucement, comme si elle ne voulait rien déranger. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à écouter les bruits venant de sa chambre, des pleurs, des mouvements, n'importe quoi, mais il n'y avait rien. Le silence semblait lourd, comme si quelque chose s'était installé entre nous. Allongé là, j'ai réalisé ce qui s'était vraiment passé.
Mon père n'avait pas seulement cassé un ordinateur. Il avait montré quelque chose de dangereux à ma fille. Il lui avait montré que les adultes peuvent perdre le contrôle et être quand même défendus. Que les gens au pouvoir peuvent détruire ce que vous aimez sans jamais être tenus responsables. Que ceux qui sont censés vous protéger peuvent excuser le mal au lieu de l'empêcher. J'ai pensé à tout le soin que j'avais mis à l'élever. À lui apprendre que l'effort compte. Que les limites comptent. Que le respect va dans les deux sens. Et en un instant, tout cela avait été ébranlé. Le pire, ce n'était pas l'argent. Ce n'était pas la honte. C'était de savoir que ma fille avait regardé tout le monde se taire, avait vu les excuses s'enchaîner, et avait appris une leçon que je ne voulais jamais qu'elle apprenne. Cette nuit-là, j'ai compris que quelque chose avait changé pour toujours, et je savais que je ne pourrais jamais faire semblant du contraire. Quelques jours après l'anniversaire, une fois que le choc s'est transformé en quelque chose de plus lourd, j'ai appelé mon père. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne l'ai pas accusé. Je me suis dit que je gérerais ça comme une adulte, de la façon dont il avait toujours prétendu que je ne pourrais jamais le faire. J'ai simplement dit que l'ordinateur devait être remplacé. Je l'ai dit calmement, clairement, sans émotion. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Puis il a ri. Ce n'était pas un rire nerveux ou gêné. C'était un rire sec, méprisant, comme si je venais de raconter une blague qu'il ne respectait pas. Il m'a demandé pourquoi une enfant avait besoin de quelque chose d'aussi luxueux. Quand je lui ai rappelé que c'était pour l'école, il m'a coupé la parole. Il a dit, si tu voulais du luxe dans ta vie, tu aurais dû faire un meilleur mariage. Les mots ont frappé plus fort que je ne l'espérais. Ils n'étaient pas nouveaux, mais les entendre dits avec autant de facilité faisaient toujours mal. Il ne m'insultait pas seulement. Il réécrivait toute ma vie comme un échec que je méritais. Mon divorce. Mes longues heures de travail. Mes sacrifices. Tout cela réduit à une seule phrase destinée à me remettre à ma place. Je suis restée assise, tenant le téléphone, sentant quelque chose basculer en moi. J'ai réalisé qu'il n'était pas embarrassé. Il n'avait aucun regret. Il ne se sentait absolument pas responsable. Pour lui, détruire ce cadeau était justifié et ma douleur n'avait aucune importance. Ce qu'il ne semblait pas se rappeler, ou choisissait d'ignorer, c'était tout ce que j'avais fait pour lui au fil des ans. Après mon divorce, quand je luttais pour me remettre sur pied, il a insisté pour que je me rapproche de la famille. Il a offert le soutien de sa maison. Ce qu'il offrait vraiment, c'était le contrôle. Il me faisait payer un loyer, même s'il appelait ça de l'aide. Mois après mois, je le payais à temps, parfois en avance. Cet argent ne couvrait pas juste une chambre. Il payait ses charges, ses réparations, son confort. Pendant que je faisais des gardes supplémentaires et sautais mes temps de repos, il vivait plus facilement grâce à moi. Je ne lui ai jamais jeté ça au visage. Je croyais que la famille aidait la famille sans tenir les comptes. En l'entendant rire, en l'entendant se moquer de mes choix, j'ai enfin vu la vérité. Il ne voyait pas ces années comme un sacrifice de ma part. Il les voyait comme la preuve que j'avais besoin de lui, que je lui étais redevable, qu'il pouvait dire ou faire ce qu'il voulait parce que j'étais toujours lié à lui financièrement et émotionnellement. Le MacBook n'était plus le problème. Cette conversation a exposé quelque chose de bien plus profond. Je n'étais pas sa fille à ses yeux. J'étais une ressource, un moyen de se sentir puissant, un rappel que même après avoir construit ma propre vie, il pouvait encore tirer les ficelles. Quand j'ai raccroché le téléphone, mes mains étaient stables. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas senti en colère comme je m'y attendais. Je me sentais lucide. Lucide sur ma place dans son monde. C'est à ce moment-là que la ligne a été franchie. Pas quand l'ordinateur a explosé, mais quand il a ri et m'a montré exactement à quel point ma dignité comptait peu pour lui. Après cet appel, quelque chose en moi s'est calmé, pas engourdi, mais concentré. Je ne ressentais plus le besoin d'argumenter ou de m'expliquer. J'ai compris que crier ne ferait que lui donner ce qu'il voulait. La colère était son langage, pas le mien. Alors au lieu de réagir, j'ai commencé à me souvenir. Je me suis souvenu avoir signé des papiers il y a des années, juste après mon divorce, quand Baba avait insisté pour qu'on formalise les choses. Il disait que c'était pour la protection, pour la famille. À l'époque, j'étais épuisée et confiante. Je n'ai pas demandé pourquoi mon nom devait figurer sur quoi que ce soit. J'ai juste signé là où il pointait, croyant que c'était temporaire, le croyant quand il disait que ça n'avait pas vraiment d'importance.
Maintenant, ça avait de l'importance. J'ai fouillé dans de vieux cartons que je n'avais pas touchés depuis des années. Dossiers d'impôts, relevés bancaires, baux, enveloppes étiquetées de mon écriture à une époque où j'essayais juste de survivre. J'ai trouvé les reçus de chaque paiement de loyer que je lui avais fait. Des années de virements, de chèques, de confirmations. J'ai vu à quel point j'avais été constante, même quand l'argent manquait. Puis j'ai trouvé les documents. Pas des copies, les originaux. Des papiers avec mon nom imprimé clairement, pas comme témoin, pas comme une réflexion après coup, mais comme une partie prenante listée. Je les ai lus lentement. 2 fois, puis une 3e. La maison dont Baba aimait tant se vanter. Celle qu'il présentait comme la preuve de son autorité. Elle n'était pas seulement à lui. Mes mains tremblaient, pas de peur, mais de réalisation. Toutes ces années où il me parlait avec condescendance. Toutes ces fois où il me rappelait que je vivais, sous son toit. Il connaissait cette vérité. Il l'avait toujours su. C'était pour ça qu'il était si confiant. Il croyait que je ne regarderais jamais d'assez près pour comprendre ce que je possédais. Je n'ai dit à personne ce que j'avais trouvé. Pas à mes tantes, pas à mes amis, pas même à un avocat. J'ai continué. J'ai demandé des dossiers. J'ai organisé des chronologies. J'ai écrit des notes dans les marges comme si je révisais pour un examen. Je ne complotais pas le chaos. Je construisais la clarté. La nuit, pendant que ma fille dormait, je m'asseyais à la table de la cuisine avec les papiers étalés en piles soigneuses. Je me sentais calme d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Pour une fois, je ne réagissais pas à son comportement. Je préparais mon propre avenir. J'ai compris alors que la vengeance n'avait pas besoin de ressembler à des cris ou à de la casse. Elle n'avait pas besoin d'être cruelle. Elle devait juste être vraie. Baba avait toujours compté sur mon silence, ma confusion, mon respect. Il n'avait jamais imaginé que j'apprendrais les règles qu'il utilisait contre moi. J'ai décidé que je ne le confronterais pas en privé. Je ne le préviendrais pas. Je ne le supplierais pas. Il ne s'agissait pas de le faire se sentir mal. Il s'agissait de lui retirer complètement son pouvoir. Ce qui allait se passer ensuite serait propre, documenté, impossible à nier. Pour la première fois depuis la nuit de l'anniversaire, j'ai ressenti quelque chose proche de la paix. Pas parce que les choses étaient arrangées, mais parce que je savais enfin exactement ce que je tenais entre mes mains. La première chose que j'ai faite, c'est d'arrêter de parler. Pas d'explication. Pas d'avertissement. Je n'ai pas débattu avec Baba ni annoncé de changement. J'ai simplement agi. Calmement. Soigneusement. Comme le font les gens quand ils comprennent enfin les règles d'un jeu qu'ils n'étaient jamais censés gagner. J'ai rempli de la paperasse qu'il n'avait jamais imaginé que je pourrais lire, et encore moins comprendre. Des formulaires qu'il agitait autrefois devant moi comme des accessoires. Un langage qu'il supposait capable de m'effrayer pour me réduire au silence. J'ai pris mon temps. J'ai posé des questions. J'ai tout revérifié. Chaque signature que j'ai apposée semblait stable, intentionnelle. Puis j'ai arrêté de payer le loyer. Le paiement que j'avais envoyé chaque mois sans faute n'est simplement pas passé. Pas de mots. Pas de message. Rien. Au début, j'ai attendu l'appel. Il n'est pas venu tout de suite. Quand il est finalement arrivé, la voix de Baba était tranchante mais confuse. Il a demandé s'il y avait un problème avec ma banque. Je lui ai dit calmement que mes finances avaient changé. C'était tout. Ensuite, j'ai retiré mon nom des factures partagées. Une à la fois. J'ai choisi le timing avec soin, jamais tout d'un coup. L'électricité d'abord. Puis Internet. Puis l'eau. Chaque changement était légal. Chacun documenté. Chacun impossible à contester. Je savais exactement ce que j'avais le droit de faire et je suis resté dans ses limites. Baba a commencé à le sentir. Il s'est plaint à des proches que les factures étaient plus élevées que d'habitude. Que les choses coûtaient soudainement plus cher. Que rien ne fonctionnait comme avant. Les gens écoutaient, hochaient la tête, haussaient les épaules. De la même manière qu'il l'avait fait quand il avait fracassé le cadeau de ma fille. Sauf que cette fois, je n'étais pas dans la pièce pour me sentir petite. Il appelait plus souvent. Pas encore en colère, mais inquiet. Il posait des questions sans réaliser qu'il les posait. Je répondais poliment et vaguement. Je ne mentais pas.
Je n'expliquais juste pas. Chaque conversation se terminait avec lui semblant moins certain qu'avant. À travers tout ça, je suis resté concentré sur une chose, Imani. Je me suis assuré qu'elle se sente en sécurité. Je cuisinais ses plats préférés. Je vérifiais ses devoirs. J'écoutais quand elle parlait, même quand ses mots venaient lentement. Je ne lui ai pas dit ce que je faisais. Elle n'avait pas besoin de porter ce poids. Elle avait juste besoin de savoir que j'étais là, stable et sans peur. La nuit, quand le téléphone était silencieux, je sentais le basculement se produire. Pas bruyamment. Pas dramatiquement. Mais sûrement, l'équilibre avait changé. Baba avait bâti son autorité sur la croyance que je dépendais de lui. Une fois cette croyance fissurée, tout le reste a commencé à s'effriter. Il parlait toujours avec assurance en public. Il jouait toujours le rôle du père incontesté. Mais en dessous, je pouvais entendre la tension. Il ne savait pas d'où venait la pression, et cela l'effrayait plus que la colère ne l'aurait jamais fait. Je suis resté calme. Je suis resté patiente. Je n'ai pas précipité le processus. Parce que pour la première fois de ma vie, je ne réagissais pas à son pouvoir. J'étais en train de le lui reprendre doucement. L'invitation est arrivée par ma tante comme si de rien n'était. Une réunion de famille chez Baba. Nourriture, prière, convivialité. Les mêmes mots qu'ils utilisaient toujours quand quelque chose d'inconfortable devait être lissé. Je savais ce qu'ils attendaient. Ils attendaient que je m'excuse. Que j'amène ma fille, que je garde la tête basse et que je rétablisse l'équilibre auquel Baba était habitué. J'ai accepté de venir. Cela seul a surpris les gens. Le jour de la réunion, je me suis habillé simplement. Rien de voyant. Rien de provocateur. Imani est restée à la maison avec une amie. Ce n'était pas un endroit pour elle. Je suis arrivé seul, calme, avec un mince dossier sous le bras. Quand je suis entré dans la maison, les conversations ont ralenti. Les têtes se sont tournées. Des sourires sont apparus, prudents et crispés. Baba était assis au centre comme toujours, confiant, tenant sa cour. Il ne m'a pas regardé tout de suite. Quand il l'a fait, il y avait de la satisfaction dans ses yeux, comme s'il avait déjà gagné. Comme si ma présence signifiait ma reddition. Les gens ont mangé. Les banalités ont rempli la pièce. Quelqu'un s'est finalement raclé la gorge et a dit que c'était bien que je sois venu. Une autre tante a suggéré que les familles devraient passer outre les malentendus. Baba s'est adossé à sa chaise et a attendu. Je me suis levé avant que quiconque ne puisse parler à ma place. Mes mains ne tremblaient pas. Ma voix n'a pas monté. J'ai remercié tout le monde d'être venu et j'ai dit que je voulais éclaircir quelque chose, puisque mon nom avait été si souvent mentionné en mon absence. La pièce est devenue silencieuse. Les fourchettes se sont figées en l'air. J'ai ouvert le dossier. Je n'ai pas accusé. Je n'ai pas insulté. J'ai énoncé des faits. J'ai parlé des années où j'avais payé un loyer après mon divorce. J'ai mentionné les factures partagées, les accords qui avaient été signés. J'ai brandi des documents avec mon nom imprimé clairement, pas caché, pas vague. J'ai expliqué ce qu'ils signifiaient en termes simples, propriété, contribution, responsabilité. J'ai regardé les visages changer alors que la compréhension s'installait. Baba m'a interrompu une fois, bruyamment, me disant de m'asseoir. Je ne l'ai pas fait. J'ai continué. J'ai expliqué comment son confort avait été financé par ma régularité. Comment son autorité reposait sur l'hypothèse que je ne parlerais jamais, ne vérifierais jamais, ne contesterais jamais. Quelqu'un a posé une question. Puis une autre. La voix de Baba est devenue tranchante, puis défensive. L'ambiance a changé. Les mêmes personnes qui avaient regardé ma fille pleurer le regardaient maintenant perdre le contrôle. J'ai fermé le dossier et j'ai dit que je n'étais pas là pour débattre. J'étais là pour dire la vérité. Que j'avais fini de payer pour me faire manquer de respect. Que mon silence avait été pris pour de la faiblesse. Et qu'à partir de ce jour, mon enfant et moi ne faisions plus partie d'un système bâti sur la peur et l'obligation. Personne n'a applaudi. Personne n'a crié de joie. Mais personne ne m'a arrêté non plus. J'ai ramassé mon sac et je suis sorti sans me retourner. En sortant dans le calme de l'extérieur, je me suis senti plus légère. Pas parce que je l'avais embarrassé, mais parce que j'avais enfin été vu. Et pour la première fois,
l'orgueil de Baba ne reposait plus sur rien. Je suis resté debout même si la tension montait dans la pièce. Je pouvais sentir le poids de l'attention de tout le monde, mais je n'ai pas précipité mes mots. Je n'en avais pas besoin. Tout ce que je disais était déjà écrit, déjà prouvé. Je me le rappelais pendant que je parlais. J'ai répété les faits lentement. Depuis combien de temps je payais le loyer? Combien j'avais contribué? Comment mon nom apparaissait là où il n'était pas censé être, du moins pas selon l'histoire que Baba racontait depuis des années? Je n'ai pas élevé la voix. Je ne l'ai pas regardé quand je parlais. Je regardais la pièce. Les murmures ont commencé avant même que j'aie fini. Une tante a froncé les sourcils et s'est penchée vers une autre. Un oncle a demandé à Baba si c'était vrai. Quelqu'un d'autre a demandé pourquoi il n'avait jamais entendu parler de tout ça avant. L'atmosphère a changé. Ce qui ressemblait autrefois à de la loyauté ressemblait maintenant à du doute. Baba s'est levé si vite que sa chaise a raclé bruyamment sur le sol. Il a crié que j'étais irrespectueuse. Que j'essayais de lui faire honte dans sa propre maison. Il a dit que je déformais les choses, que j'exagérais, que je mentais. Sa voix remplissait la pièce, mais il manquait quelque chose. Le contrôle. Les gens ne se sont pas tus comme ils le faisaient d'habitude. Personne ne m'a dit d'arrêter. Personne ne l'a défendu tout de suite. Ils étaient trop occupés à regarder les papiers encore ouverts dans mes mains. Trop occupés à réaliser que la version de lui en laquelle ils croyaient avait été soigneusement protégée par mon silence. Je lui ai dit que je n'étais pas là pour me battre. J'ai dit que je n'avais pas besoin de son approbation ni de son pardon. J'ai dit que tout ce que j'avais besoin de dire était déjà sur la table. Ça l'a rendu plus en colère que n'importe quelle insulte. Il m'a accusé de trahison, d'avoir retourné la famille contre lui. J'ai écouté sans réagir. Quand il a finalement fait une pause, respirant fort, j'ai repris la parole. J'ai dit qu'Imani et moi déménagions pour de bon. Qu'il n'y aurait plus de loyer. Plus de factures partagées. Plus de faveurs déguisées en soutien. J'ai dit que mon enfant ne serait plus jamais mise dans une position où la peur est appelée discipline. La pièce est devenue silencieuse. Cette fois, ce n'était pas le choc. C'était la compréhension. Quelqu'un a demandé où nous irions. J'ai dit que nous avions déjà un endroit. Quelqu'un d'autre a demandé si c'était définitif. J'ai dit oui, calmement, clairement, sans regret. Baba a ri une fois, un rire sec et amer, et a dit que je le regretterais. Que je reviendrais. Je l'ai regardé à ce moment-là, vraiment regardé. Et j'ai su qu'il avait tort, parce que le pouvoir sur lequel il comptait avait déjà disparu. J'ai rassemblé mes papiers, remercié tout le monde d'avoir écouté et je me suis dirigé vers la porte. Personne ne m'a barré la route. Quelques personnes se sont écartées. Une tante a tendu la main comme si elle voulait dire quelque chose, puis s'est arrêtée. En partant, je n'ai pas ressenti de victoire comme dans les films de vengeance. Je me suis senti stable, ancré, libre. Je n'avais rien cassé. Je n'avais pas crié. Je n'avais pas riposté. J'avais simplement dit la vérité dans une pièce construite sur des mensonges. Le changement ne s'est pas fait d'un coup, mais il était indéniable. Après cette réunion, la famille n'a plus regardé Baba de la même manière. Les appels ont ralenti. Les invitations ont cessé de passer par lui. Les conversations qui tournaient autrefois autour de ses opinions ont doucement continué sans lui au centre. Ses histoires étaient remises en question maintenant. Son autorité n'était plus acquise. Il l'a remarqué. Au début, il a essayé d'agir comme si rien n'avait changé. Il parlait fort, riait plus fort, rappelait à tout le monde son âge et ses sacrifices. Mais les gens écoutaient différemment. Il hochait la tête sans être d'accord. Il changeait de sujet. Certains l'évitaient complètement. C'est là qu'il m'a contacté. Ses appels arrivaient tard. Ses messages étaient courts et tranchants. Il disait que je l'avais embarrassé. Que je lui avais manqué de respect en tant que père. Que les affaires de famille ne devraient jamais être réglées en public. Il disait que je lui devais des excuses. Pas une seule fois il n'a demandé des nouvelles d'Imani. Pas une seule fois il n'a mentionné l'ordinateur. Pas une seule fois il n'a admis qu'il avait tort. Il voulait le pardon sans rendre de compte. Je lui ai dit non. Je n'ai pas argumenté. Je ne me suis pas expliqué à nouveau. J'ai dit que j'avais déjà dit ma vérité,
et que je n'étais pas intéressé à la réécrire pour le rendre confortable. Cette réponse l'a plus bouleversé que le silence ne l'avait jamais fait. Il a essayé une autre approche. Il a dit aux proches que j'étais froide. Que j'étais rancunière. Que je déchirais la famille. Certains m'ont répété ces mots, doucement, comme s'ils donnaient un conseil. J'ai écouté puis je leur ai dit la même chose. Je n'étais pas en colère. J'avais fini. Petit à petit, les gens ont arrêté d'insister. Ils ont commencé à voir le schéma. Baba se plaignait, exigeait, blâmait, et quand personne ne répondait comme avant, il devenait plus petit à leurs yeux. Pour la première fois, il était traité comme il avait traité les autres pendant des années. Ses sentiments étaient minimisés. Sa colère était rejetée. Ses mots étaient ignorés, et il ne pouvait rien faire pour reprendre le contrôle de force. Des semaines plus tard, Imani a demandé si on pouvait lui rendre visite. Je ne l'ai pas poussé. Je lui ai dit que le choix lui appartenait. Quand nous sommes arrivés, Baba a essayé d'être chaleureux, comme si rien ne s'était passé. Il souriait trop. Il parlait trop vite. Imani est restée assise tranquillement à écouter. Quand il y a eu une pause, elle a levé les yeux vers lui et a posé une simple question, « Pourquoi tu as cassé mon cadeau si tu m'aimes ?» La pièce s'est figée. Baba a ouvert la bouche, puis l'a fermée. Il a commencé à parler, puis s'est arrêté. Il n'y avait aucune leçon qui collait, aucune excuse qui semblait raisonnable, aucun moyen d'expliquer le fait d'avoir blessé une enfant sans passer exactement pour ce qu'il était. Imani a attendu. Il n'a pas répondu. Ce silence a fait ce qu'aucun argument n'aurait jamais pu faire. Il l'a dépouillé complètement de son autorité. Nous ne sommes pas restés longtemps après ça. En partant, je n'ai pas ressenti de triomphe. J'ai ressenti une clôture, parce que les conséquences étaient finalement arrivées, et elle n'avait pas eu besoin de ma voix pour être entendue. Le nouveau MacBook est arrivé par un après-midi calme. Pas de foule, pas de discours, pas de tension flottant dans l'air. Imani a ouvert la boîte lentement, comme si elle n'était pas sûre que c'était réel cette fois. Quand elle a réalisé qu'il était à elle, entièrement et en sécurité, elle a souri d'une manière que je n'avais pas vue depuis des semaines. Pas un grand sourire bruyant, juste du soulagement. Je lui ai dit que celui-ci n'était pas là pour prouver quoi que ce soit. Ce n'était pas une récompense ou un remplacement. C'était simplement un outil pour son avenir. Elle a hoché la tête et a commencé directement à le configurer, concentrée, confiante, sans peur. En la regardant, j'ai compris que le vrai dégât n'avait pas été l'ordinateur cassé. Ça avait été la peur, et cette peur était partie maintenant. La vie a changé de manière petite mais puissante après notre départ. Imani dormait mieux. Elle parlait plus. Ses professeurs m'ont envoyé des mails pour dire qu'elle participait à nouveau, levait la main, aidait les autres élèves. Elle riait plus à la maison. La lourdeur qui la suivait depuis l'anniversaire s'est lentement levée, remplacée par un calme dont je n'avais pas réalisé qu'il lui manquait. J'ai changé aussi. J'ai arrêté d'expliquer mes choix aux gens qui n'avaient pas besoin de les comprendre. J'ai posé des limites sans m'excuser. Quand des membres de la famille ont essayé de passer des messages de Baba, j'ai refusé de les recevoir. Quand ils demandaient si je prévoyais d'arranger les choses, je disais que les choses n'étaient plus cassées. Elles étaient juste différentes. La différence faisait peur à certains. La paix en effrayait d'autres. Baba appelait de moins en moins. Quand il le faisait, sa voix sonnait creuse, comme s'il parlait d'un endroit qui ne détenait plus aucun pouvoir. Il demandait quand nous viendrions en visite. Je disais que je le tiendrais au courant. Je ne l'ai jamais fait. Il a demandé ce qu'il avait fait de mal. Je lui ai dit qu'il le savait déjà. Sa maison est restée pleine d'objets mais vide de chaleur. Pas de rire d'enfant. Pas de soirée tranquille remplie de repas partagés. Juste de l'orgueil assis tout seul, se demandant pourquoi ce n'était plus suffisant. Je n'ai pas célébré sa solitude. Je n'en avais pas besoin. La distance n'était pas une punition. C'était une protection. Pour moi, pour ma fille. Un soir, Imani a demandé si tenir tête à Baba avait été effrayant. Je lui ai dit oui, mais que rester silencieuse trop longtemps avait été plus effrayant encore. Elle a réfléchi à ça un moment, puis a hoché la tête comme si ça avait du sens. C'est là que j'ai su que le vrai cadeau avait déjà été donné. Pas l'ordinateur. Pas les documents. Pas même la vérité dite à voix haute. Le vrai cadeau,
C'était de montrer à ma fille à quoi ressemble le respect de soi en action. Que l'amour n'exige pas de se faire tout petit. Que la famille n'a pas le droit de vous faire du mal juste parce qu'elle partage votre sang. Que partir peut être un acte de force, pas un échec. Je n'ai pas gagné en détruisant qui que ce soit. J'ai gagné en refusant de rester petite. Et à la fin, c'était suffisant. Pensez-vous que Zénib a eu raison de s'éloigner et de protéger sa paix? Ou aurait-elle dû essayer de garder la famille unie, quel qu'en soit le coût? Partagez vos pensées dans les commentaires. Je veux vraiment savoir ce que cette histoire vous a fait ressentir. Et si des histoires comme celle-ci comptent pour vous, assurez-vous de vous abonner, d'activer la cloche de notification, et de rester avec nous pour ne pas manquer la prochaine.